Bonjour et bienvenue sur la chaîne du podcast de l'Observatoire de la sensibilité. Aujourd'hui, nous allons vous parler émotions et haute sensibilité, comment faire bon ménage. Au jour d'aujourd'hui, dans notre société, tout le monde apparaît comme étant hypersensible et nous, on a décidé aujourd'hui de vous parler des enfants et des adolescents. Bonjour, je me présente, Emmeline. Je suis membre de l'Observatoire de la sensibilité. Je suis sophrologue et je réalise du coaching émotionnel à destination des enfants, adolescents et adultes hautement sensibles. Moi, donc, je suis Céline, j'interviens dans l'association Déco des Mois, je suis accompagnante parentale, je crée des ateliers parents-enfants et j'interviens surtout au niveau des neuroatypies et de tout ce qui va être haute sensibilité, troubles du spectre de l'autisme et autres TND. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler de nos enfants et de nos adolescents, comment se caractérise la haute sensibilité, comment elle s'exprime. Pour commencer, on va donc vous remettre un petit peu les bases de qu'est-ce que la haute sensibilité, comment elle se caractérise. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un phénomène à la mode. Vous pouvez le voir dans tous les sujets, si vous suivez Instagram, dans les magazines féminins, dans certaines émissions. Et c'est vraiment un sujet qui est en passe de vulgarisation. Tout le monde se dit ou peut se dire hypersensible ou hautement sensible, puisque c'est une caractéristique physiologique de l'être humain. La seule chose qui va varier, ça va être son intensité. En effet, tout le monde est obligé de ressentir des émotions. Parce que qu'est-ce qu'une émotion? C'est tout simplement une réponse de notre cerveau à un stimuli extérieur, qui soit tactile, olfactif, visuel. Nous n'avons pas le choix, notre cerveau met forcément en action un mécanisme de régulation. Après, il y a plusieurs options. Soit on est équilibré et on arrive à les gérer, à les accompagner, soit elles peuvent déborder, et c'est notamment le cas chez les enfants et adolescents. Et oui, la particularité chez les personnes hautement sensibles, c'est qu'ils sont dotés d'une sensibilité, enfin, de sens assez développés. Et au niveau de l'audition, enfin pour certains c'est plus au niveau auditif, pour certains c'est plutôt visuel. Et selon les caractéristiques de la personne, ça va du coup entraîner une activation du système nerveux autonome, des fois qui peut tendance à être fortement sollicité et qui peut conduire du coup à un stress chronique dans certains cas. Tout à fait. On sait aussi au jour d'aujourd'hui, à travers différentes études, notamment celle de l'Université de Californie, Lieberman en 2007, que les émotions contribuent également à diminuer l'activation physiologique associée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les émotions vont avoir un impact physiologique sur notre corps. Cette étude, à travers des IRM, mesurait l'activité cérébrale des participants. Et lorsqu'ils mettaient un mot sur l'émotion, on avait une diminution de l'activation des zones cérébrales qui étaient liées. Alors, au niveau du cerveau, vous avez plusieurs sphères qui entrent en jeu et en action. Là, nous, on va parler du cortex préfrontal et du ventrolatéral droit. Les auteurs de cette étude ont envisagé que c'était vraiment les zones-là qui étaient impliquées dans le traitement complexe des émotions et dans le processus d'inhibition. Le processus d'inhibition étant la capacité de l'être humain à pouvoir, sur le moment, gérer cette émotion en ayant un comportement adapté. Les outils de régulation émotionnelle permettent justement par l'action du cortex préfrontal, d'agir en fait pour apaiser les émotions au niveau du système limbique, de manière à apaiser le mental et manière aussi à réguler au niveau des réactions du corps la personne hautement sensible qui est très très sollicitée du fait de son hyperesthésie. Tout à fait. Du coup, au niveau des outils de régulation émotionnelle, vous allez pouvoir constater qu'on passe de façon systématique par le corps, que ce soit par la respiration, je pense notamment aux exercices de sophrologie ou de méditation, Tout à et fait. ça c'est plutôt ton domaine, ou pour ma part, tout ce qui va être EFT, technique de libération émotionnelle par le corps, ou la méthode Tipeee également, qui va permettre de retravailler et de stimuler par le système vagal en fait. En effet, la sophrologie permet surtout d'apaiser le mental pour retrouver en fait conscience de sa respiration, conscience de sa présence, conscience de la présence de soi au quotidien, être vraiment dans ce qu'on fait quand on agit, être vraiment dans le moment présent. C'est quelque chose qui se fait dans la régularité, dans l'autonomie.
Et aussi, je réalise du coaching émotionnel basé sur des techniques de libération de croyances, comme tu viens très bien de le dire, comme l'EFT par exemple, l'auto-hypnose, enfin, différentes techniques que j'utilise qui sont assez ludiques pour les enfants et les adolescents, bien sûr, et de manière à permettre aussi, à travers ces outils, de revenir vraiment à ces sensations et aussi à couper quelque part les schémas de pensée qui peuvent être négatifs et qui peuvent entraîner finalement des ruminations, des pensées un petit peu négatives qui peuvent du coup engendrer des comportements inappropriés dans certains cas. Donc, après ce petit aparté sur la haute sensibilité, on va maintenant essayer d'extrapoler un petit peu cette sensibilité au niveau des caractéristiques chez les enfants et chez les adolescents pour savoir comment elles s'expriment, de quelle façon et comment, en tant que parent ou accompagnant, on peut aider nos enfants à se les apprivoiser. Au travers de l'expérience des animations que j'ai pu réaliser avec les enfants et adolescents, j'ai pu observer, on va dire, quatre grandes caractéristiques communes, notamment, donc là, si on parle des enfants, la première caractéristique, je pense à l'hyper-empathie, le fait que l'enfant ressent de l'empathie pour les autres, facilement attendri, affecté par une situation triste, et a tendance à être envahi par l'émotion de l'autre et finalement, il n'arrive plus, quand c'est en excès, quand c'est trop, il n'arrive plus à distinguer la tristesse si elle lui appartient ou pas. La fameuse rentrée scolaire, quand un seul enfant pleure et qu'au bout d'un quart d'heure, tous les enfants pleurent dans la salle de Voilà, classe le jour de la rentrée. La magie des neurones miroirs. c'est ça, tout à fait. Ensuite, comme deuxième caractéristique, j'ai observé, donc, comme on en a parlé, l'hyperesthésie, mais ça se déclenche des fois par le sentiment d'être différent. L'enfant hautement sensible ne sait pas forcément qu'il est comme ça, mais par contre, il se sent différent et du coup, il peut avoir des difficultés à trouver sa place dans un groupe. Alors, ça peut se manifester par différentes façons de réagir, soit la peur de gêner, soit la peur de prendre la parole en groupe. Et des fois aussi, ça peut être parce que il n'ose pas exprimer sa vraie personnalité. Du coup, il va tendance à avoir à se renfermer. Ou à l'inverse, au contraire, des fois, avoir des comportements un petit peu inappropriés parce qu'il n'arrive pas finalement à trouver sa place par peur de la différence. Alors bien sûr, on part du principe que tout cela est lié aussi à la maturation du cerveau. Il faut savoir que le cerveau n'est mature qu'à 25 ans. Donc l'adolescence se termine à 25 ans. Donc ce n'est pas étonnant que tous ces mécanismes de régulation prennent du temps, puisque un enfant est tout simplement pas en capacité physiologique de pouvoir accueillir et de pouvoir gérer ses émotions. D'ailleurs, personnellement, le terme de gestion me pose problème, puisqu'on ne peut pas gérer une émotion. On l'accompagne, on peut gérer les comportements qui vont en découler, mais on ne gérera jamais une émotion. Donc, concernant l'adolescent, comme tu viens de le dire, Céline, effectivement, l'adolescent se sent différent. Il peut avoir donc un comportement de suradaptation. Et c'est vrai que chez lui, ça se manifeste souvent parce qu'il veut faire plaisir aux copains. Et des fois, il a tendance à s'oublier lui-même, finalement à se suradapter pour ressembler, on va dire, aux autres. Et quelque part, s'il ne s'adapte pas, il peut aussi devenir la cible de harcèlement. C'est clair que la notion de clan et d'appartenance à l'adolescence est difficile. Et là encore, tout le monde fait sa crise d'adolescence. Qu'elle soit plus ou moins violente, plus ou moins marquée, nous n'avons pas le choix puisque l'adolescence est un processus physiologique. C'est le passage de l'état physique et mental de petit enfant à celui qui va le mener vers l'âge adulte. Donc, il n'y a pas le choix. L'adolescent sera obligé de passer par ces contextes de maturation. Après, en fonction des outils qu'il a, du contexte familial, du contexte social dans lequel il évolue, les réponses et les comportements pourront être variables en intensité et en difficulté. Donc, concernant la troisième caractéristique, je voulais évoquer donc la caractéristique commune que j'identifiais, celle d'être poli. Les enfants hautement sensibles attachent une grande valeur au respect de l'autre, au respect. Il ne veut pas blesser, il ne veut pas heurter. Il a souvent un sens de l'écoute et de l'observation assez développé. Et cette valeur du respect donc est importante pour lui.
qui peut du coup des fois se traduire par une hyper-émotivité, c'est-à-dire trop de politesse qui peut conduire des fois au fait de ne pas du tout oser exprimer ce qu'il ressent parce que par peur de gêner l'autre, par peur de heurter. Et du coup, ça peut se manifester de temps en temps par un excès de colère à un moment donné quand vraiment il en peut plus, qu'il a envie de s'exprimer. Oui, une fois qu'on atteint la saturation émotionnelle, de toute façon, il va bien falloir pouvoir vider son seau d'une façon ou une autre. Et ça, on vous en parlera dans la deuxième partie à travers le détail des différents outils de régulation. Et je voulais aussi préciser par rapport aux adolescents, comme tu disais Céline, dans le processus normal, physiologique de l'adolescence, l'enfant qui devient un jeune adulte attache une grande importance à trouver son identité. Il va chercher à exister et pour ça, il peut avoir tendance à s'opposer à ses parents, à s'opposer à l'autorité, de manière en finale à exister. Ça peut être entendu par les parents, par les adultes comme un manque de respect. Pour les parents, cela peut être ressenti effectivement comme quelque chose de désagréable, comme un refus de l'autorité. Mais c'est important de comprendre le mécanisme qui se joue. En fait, l'adolescent, surtout en plus quand il est hautement sensible, qui a besoin de sens, a besoin de comprendre, a besoin de confronter, et c'est pas forcément quelque chose de malveillant. Donc, concernant la quatrième caractéristique, il s'agit du grand cœur, le grand cœur des hautement sensibles. Les enfants ont un affect assez prononcé, on va dire, un besoin d'aimer, d'être apprécié. Et d'ailleurs, souvent, l'apprentissage se fait mieux quand il est passionné par un sujet. Par contre, il peut être, quand c'est en excès, il peut subir en fait la déception, une profonde tristesse de ne pas être aimé, parce que des fois, c'est pas à la hauteur de ses attentes. Il peut avoir des attentes fortes par rapport à l'autre. Et aussi une grande fatigabilité chez certains ados que j'accompagne. Effectivement, je m'aperçois que ce besoin d'amour, finalement, non exprimé parfois, ce besoin de sens aussi, de besoin de quête de sens par rapport aux choses qui lui sont vraiment importantes, mais qu'il n'arrive pas forcément à exprimer, le rend fatigable parce qu'il a tendance à perdre son énergie, ne se sent pas compris et pas forcément soutenu, pas forcément compris, en décalage et qui peut emmener, ça peut entraîner effectivement la fatigabilité. Oui, je suis complètement d'accord avec toi et c'est bien pour ça qu'en atelier de communication relationnelle, la première des choses qu'on apprend, c'est qu'on est responsable de son bout. On est responsable de ce qu'on dit, du message qu'on va faire passer dans la relation, mais on n'est surtout pas responsable de la façon dont va le prendre l'autre. Et ça permet de pouvoir se dégager un petit peu de cet affect qui peut être très marqué chez les personnes hautement sensibles et de moins prendre les choses à cœur. On est responsable que de soi. On n'est pas responsable des autres. Et ça, c'est vraiment, dans le cas des ados, quelque chose de très difficile à faire passer puisque tout le monde se mêle de tout le monde. Tout le monde se mêle des affaires de tout le monde, a un avis sur tout. Et c'est ce qui peut compliquer les relations et faire que les adolescents se retrouvent à mettre en place soit des faux self pour arriver à appartenir au clan, soit se marginalisent et peuvent avoir des conduites plus ou moins addictives et plus ou moins difficiles. Tout cela nous amène donc à vous parler maintenant des outils de régulation émotionnelle. Une fois que l'enfant ou l'ado est dans l'hyper-émotion et débordé, comment on peut l'accompagner? Quels outils on peut lui transmettre? Je peux vous proposer déjà de parler de la sophrologie, des techniques de respiration. Donc cette approche vise en fait à accueillir ses émotions et les apprivoiser pour mieux profiter de l'instant. Donc c'est une technique qui est basée sur la respiration, sur l'approche corporelle, vraiment prendre conscience du corps, des ressentis qui peuvent nous traverser dans le corps, ressentis physiques, ressentis aussi des pensées, qu'est-ce que ça peut occasionner sur le corps, et aussi apprendre finalement à mieux respirer par des petites techniques pour finalement voir comment les exercices peuvent jouer sur la régulation des émotions sur le corps. Et les capacités qui sont développées lors de ces séances, c'est la présence à soi, la capacité d'écoute, d'écoute de soi, mais aussi l'écoute de l'autre. Et aussi l'expression bienveillante, puisqu'on est dans l'écoute active. L'idée, c'est vraiment d'amener vers l'action positive, vers l'expression des pensées positives. La sophrologie, en fait, a une visée à développer l'autonomie, le fait de
faire par soi-même, d'être acteur. Vraiment, on est dans une démarche d'acteur. Donc, dans une démarche d'accompagnement plus, on va dire, approfondie, il y a le coaching qui vise à aider à libérer les émotions négatives et transformer finalement les croyances limitantes et aller au-delà de ces croyances pour réussir à entamer une action positive. Donc, l'idée, c'est déjà d'aider la personne. Donc là, on est plutôt dans une démarche individuelle. On aide la personne à identifier les croyances limitantes donc sous forme de jeu pour l'enfant ou l'adolescent, de manière à rendre ça vraiment ludique. Donc il y a différents outils qu'on peut proposer. Il y a l'auto-hypnose, il y a l'EFT, le jeu des émotions, plusieurs techniques. Et l'idée, c'est de développer des capacités d'identifier ses peurs, ses émotions, mais de réussir à les transformer, réussir à switcher et aller vers quelque chose de positif et de passer à l'action. C'est-à-dire, une fois qu'on a réussi à identifier ses peurs, on peut du coup mieux les comprendre, mieux les accueillir et essayer de voir quelle action je peux mettre en place pour transcender cette peur et pour aller au-delà et finalement pour prendre confiance petit à petit en moi parce qu'effectivement, il faut faire preuve de bienveillance envers soi-même. Chaque petit pas compte pour aller vers l'avant. Et donc, c'est important du coup d'identifier ces schémas de pensée au quotidien et d'y aller vraiment par étapes. Dans tous les cas, il paraît essentiel de faire passer cette libération émotionnelle par le corps. Si vous ne passez pas par le corps, vous allez rester dans le mental. Et le cerveau archaïque, celui qui nous fait survivre depuis la nuit des temps, ou qu'on appelle aussi cerveau reptilien, va se donner à cœur joie pour replacer les comportements et les croyances. Donc, pour moi, une méthode de libération émotionnelle va forcément passer par le corps. Donc, comme l'a dit Emeline, on peut utiliser la technique de FT ou d'auto-hypnose. Sans aucun souci, ça fonctionne très très bien. Vous avez aussi tout ce qui va être poubelle émotionnelle, issue de la méthode ESPER, ou alors la méthode Tipeee, qui est aussi une méthode de régulation émotionnelle qui consiste à suivre l'émotion à l'intérieur de son corps afin de se retrouver apaisé. Tout ça s'appuie sur la théorie des nerfs polyvagales qui permettent de réguler le système nerveux et le système limbique. Dans tous les cas, il ne servira à rien en cas de crise d'essayer de communiquer. L'enfant ou l'adolescent sera trop pris dans sa tempête émotionnelle et ne sera pas en capacité physique de vous entendre. Donc, à part prendre son mal en patience, lui montrer qu'on est là, se mettre en retrait, il n'y a pas beaucoup d'autres options. Tout le travail de régulation émotionnelle, quel qu'il soit, et encore plus quand on est hautement sensible, se fait forcément à froid, hors crise. Sinon, ça perd complètement de son efficacité et de sa pertinence, puisque l'enfant est noyé dans ses émotions, il n'est pas capable de percevoir, il n'est pas capable d'entendre, il n'est pas capable de comprendre ce qu'on lui dit. Donc, c'est ce qui vous confirme un petit peu ces fameux adages que les caprices n'existent pas. On est juste en phase de tempête émotionnelle, donc ça ne sert à rien. Et que ce soit chez un adolescent ou même chez un adulte, d'essayer de le raisonner. Ça ne fonctionne pas. Par contre, parler en amont ou parler en aval, là, au contraire, ce sera des choses qui permettront à l'enfant de pouvoir sentir quand va monter la crise, quand, par rapport à sa sensibilité, il va être saturé au niveau cognitif. Mieux connaître ses déclencheurs, c'est aussi anticiper les difficultés et se connaître soi-même reste la clé d'un être épanoui. Dans une approche collective, nous avons aussi les ateliers philo-méditation. C'est des ateliers dont le déroulé se présente de cette manière. Nous avons d'abord une méditation qui consiste donc du coup à faire un petit temps d'expression des ressentis, lecture du corps pour mieux ressentir sa présence, les ancrages, les points de contact avec le sol, la respiration. Voilà, ça dure 5 à 10 minutes le temps de se poser. Souvent, c'est après une récréation, c'est après un temps où on s'est un petit peu activé. Donc, l'idée, c'est vraiment de revenir au corps, de revenir à un moment de détente et surtout de présence à soi. Après, il y a un temps où on utilise un support, ça peut être soit un texte, soit un support visuel. Et l'idée, c'est de déclencher un débat sur un sujet. Donc, ça peut être la différence, l'autorité, ça peut être la vérité, ça peut être aussi la consommation. Voilà, différents sujets qui peuvent du coup avoir un intérêt parce que l'idée, c'est pas d'avoir
une vérité, mais de mettre en confrontation plusieurs vérités et surtout de bien dire dans le cadre au début aux enfants et adolescents qu'il y a un cadre à respecter, la bienveillance, le fait que chacun peut s'exprimer s'il le souhaite ou s'il ne le souhaite pas, qu'il reste en observation. Et surtout, quand il s'exprime, de ne pas avoir en tête, oui, ce qu'il a dit, c'est bête, je suis pas, non, on dit juste, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. Et j'argumente, je dis pourquoi. Voilà. Donc l'idée, c'est finalement d'apprendre à l'enfant, à l'adolescent, en écoute active, donc écouter, savoir un petit peu rebondir en analysant et en argumentant avec des arguments clairs et fondés, et construire finalement une pensée universelle où chacun en fait apporte sa pierre à l'édifice. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on développe la créativité puisque chacun peut, pendant l'atelier, ceux qui ne souhaitent pas parler, peut exprimer son art, sa créativité à travers des supports comme carte mentale, comme dessin, voilà, comme visuel, de manière à ce qu'à la fin, la personne puisse montrer au groupe ce qu'il a fait. Et ça montre finalement une cohésion, ça montre que chacun, en fait, a apporté sa pierre à l'édifice. Et c'est vraiment, l'idée, c'est de développer l'expression bienveillante. Ce qui va être important, du coup, c'est de bien arriver à cerner chez votre enfant, chez son adolescent, quelles sont ses passions, quels sont ses centres d'intérêt pour pouvoir s'y appuyer dessus, pour pouvoir le laisser justement explorer sa créativité, que ce soit à travers la musique, les arts plastiques, le sport ou les jeux vidéo. Vous avez par exemple beaucoup de jeunes qui passent énormément de temps sur Minecraft, qui est une source de créativité absolue, même si personnellement, ces petits cubes, je n'ai toujours pas compris l'intérêt esthétique, mais ça, après, c'est personnel. Mais voilà, ça va être important de les laisser explorer cette créativité pour qu'ils arrivent eux-mêmes à trouver comment s'apaiser, ne pas toujours être du coup en demande et dépendant de l'adulte. Le but de tous ces accompagnements et de tous ces outils qu'on transmet, c'est de rendre les gens autonomes, de rendre les enfants capables de réguler et de gérer eux-mêmes leur comportement, leur réponse émotionnelle à différents stimuli et de dire que ben non, là c'est trop pour eux et ça ne va pas être possible. Ou pour l'ado, de dire ben là, moi j'ai besoin d'indépendance, j'ai besoin d'autonomie dans tel cadre et bien sûr toujours dans le respect de chacun. Du coup, il ne faut pas hésiter à mettre vos enfants en activité, que ce soit dans les centres d'art, dans les conservatoires, pour pratiquer les arts plastiques, la musique, l'art-thérapie, si vraiment les difficultés sont prenantes, ou la musicothérapie ou la musique intuitive. Et oui, tout à fait. Les ateliers musique intuitive qu'on peut proposer se déroulent de cette manière. Enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, je commence toujours par un jeu sur les émotions, de manière à identifier dans un cadre ludique les différentes émotions, par les couleurs aussi pour les enfants, et après de voir un peu la notion de relation avec l'instrument. Donc on peut proposer différents instruments de musique qui sont avec un son harmonieux. Donc moi je propose des petites harpes, des shigonki, c'est des mini hang, des petits pianos à pouce. Et l'idée à chaque fois, c'est de développer un son très harmonieux, très doux, de manière à ce que la personne, l'enfant ou l'adolescent qui est concerné puisse vraiment ressentir les bienfaits de cette relation avec l'instrument. L'idée, c'est de toucher, c'est de ressentir, c'est vraiment d'être dans la vibration. Et c'est vraiment tout à fait adapté justement aux enfants et adolescents handicapés, ce que ça leur permet aussi d'exprimer autrement que par la voix leur ressenti. Et on voit d'ailleurs sur leur visage, on voit vraiment une détente qui se fait et qui passe pas forcément par l'expression de mots, mais juste par l'expression du visage, on ressent cette détente et c'est vraiment le principe de l'art-thérapie en effet. Donc l'idée, c'est de développer les capacités vocales aussi au niveau des vibrations. Ça peut être tout simplement émettre des sons, faire une sorte de chant vibratoire, émettre des sons avec l'instrument en répétition, essayer de voir comment effectivement on peut dégager une émotion avec un son. Et aussi l'idée, c'est d'être dans la douceur, dans la patience, d'être là pas dans un processus d'apprentissage, mais un processus de relation, en fait, relation avec l'instrument, relation avec le groupe dans lequel on est, et d'exprimer sa créativité. Et aussi, quelque part, dépasser ses peurs, parce que souvent, il y a des personnes qui me disent, mais moi, je ne suis pas créatif, je ne suis pas musicien. Mais là, l'idée, c'est vraiment de dépasser ça, dépasser le fait, bah, je ne sais pas faire. Et bah, si tout le monde, en fait, tout le monde peut, tout le monde a l'oreille musicale, tout le monde peut
développer un son. Il suffit juste de s'autoriser à. Tout à fait. Donc, vous l'aurez compris, il y a finalement autant de profils d'enfants hautement sensibles ou d'adolescents qu'il n'y a d'individus, et elles s'expriment toutes de la même façon, par des expressions émotionnelles, par des comportements qu'il va falloir après apprendre à juguler et à réguler. Alors, dit comme ça, on a l'impression que tous les enfants et tous les adolescents ont des difficultés avec leurs émotions quand ils sont hypersensibles. Non, je vais mettre un petit bémol. Plus de 30% de la population est hypersensible et le vivent très très bien. Les difficultés surviennent dans le cadre de traumatismes, de problèmes socio-familiaux ou dans un contexte vraiment particulier. Ce n'est pas la généralité. Être hypersensible, ce n'est pas être malheureux, ce n'est pas être en difficulté, loin de là. C'est avoir un potentiel créatif intense, c'est vivre les émotions, les journées, tout ce qui peut se passer dans notre vie avec une intensité folle en fonction des choses, voir la vie en couleur finalement, mais ce n'est pas quelque chose de triste ou de conflictuel, loin de là. Connaître ses besoins, connaître ses valeurs, qu'elles soient personnelles ou interpersonnelles, et savoir y répondre reste la clé pour un épanouissement quand on est une personne hautement sensible. Voilà, ce podcast est terminé. Nous vous remercions pour votre écoute. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions ou si vous voulez réagir à ce qui a été dit. Et nous vous disons à la prochaine fois.